Épisode 13, Plus jamais, Never Again, c'est le titre original de l'épisode qui est écrit par Glenn Morgan et James Wong et c'est réalisé par Rob Bowman. Un jeune homme en perdition depuis son divorce se fait faire un tatouage après une bonne cuite. Depuis, il entend une voix venir de ce tatouage et il va péter les plombs. C'est pas la voix d'Adèle Haenel, hein. C'est la voix de Jodie Foster. Alors, on va s'attarder un petit peu sur l'écriture de cet épisode, hein. Je pense que ça le mérite. Il faut savoir que c'est le dernier épisode écrit par le duo Wong et Morgan, avant leur retour très tardif pour le revival, alors je dis le revival, mais on devrait plutôt dire le morvival, hein, des saisons 10 et 11. Effectivement, les tensions s'étaient considérablement accrues entre Morgan, Wong, Carter et l'équipe créative principale, donc François Sputnik, Vincent Gallaghan et Jen Shibaninu. J'avais déjà évoqué ça pour l'excellent épisode L'homme à la cigarette, hein, le précédent scénario, où en plus de réaliser l'épisode, ils n'avaient de cesse de retravailler le script, hein, ils en ont bavé des ronds de chapeau, et alors j'ai oublié la source, mais je l'avais pas fait la dernière fois, donc je répare un petit peu cette erreur. Il faut savoir que l'acteur William Bay Davis n'a pas aimé cet épisode. Je savais qu'il avait des réticences à le tourner, il y a des choses qu'il comprenait pas le délire, la forme d'humour, le côté rêverie. Eh bien la source c'est tout simplement le livre officiel X-Files. C'est vrai que ça fait un petit moment que je l'avais pas feuilleté, et en fait il y a les propos rapportés de Dean Morgan qui dit que William Bay Davis a mené la vie dure à Jim, donc c'est James Wong, alors que c'était sa première réalisation, et on rapporte aussi les propos de William Bay Davis. C'était un épisode bizarre parce que le scénariste et le réalisateur n'avaient pas suivi la série, il y avait beaucoup d'éléments erronés ou incohérents. Je sais que Chris a essayé de le rafistoler. Donc je pense que cela aussi a ajouté dans les tensions. Ils ont vraiment eu l'impression qu'on ne les prenait plus en considération. Et faut savoir aussi que le conflit a totalement explosé entre Morgan, Wong et Carter à l'issue de l'excellente saison 2 de la série jumelle, hein, Millennium, et son final qui reste aujourd'hui absolument stupéfiant. J'y avais beaucoup pensé, moi, au final de la saison 2 de Millennium pendant le premier confinement, avec ce virus, mais qui ne suscite pas en fait une panique générale. Il n'y a pas d'émeute, il y avait une tonalité comme ça, très automnale, par ces teintes brunes, rousses. C'était ouais, franchement le final de la saison 2 c'était vraiment quelque chose, c'était je pense un très très grand moment de télé. Et donc Carter a repris la main sur la saison 3. Alors il semblerait que ça a été quand même un au revoir cordial, hein. Il n'y avait pas non plus une animosité farouche entre Wong, Morgan et Carter. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils reviendront dans les saisons 10 et 11. C'est seulement ce genre de différence créative qui arrive très souvent, hein, dans l'audiovisuel, surtout avec des personnalités qui sont fortes. Ça ne se ressent pas du tout dans cet épisode, hein, qui aura été soutenu par Gillian Anderson. Alors, officiellement, elle n'a pas commandité cet épisode, mais elle avait fait clairement savoir à Morgan et Wong qu'elle souhaitait avoir un épisode où Scully serait en déperdition affective. Il faut dire que les épisodes où elle est le centre des attentions, bah, ils ne sont pas liaisons, et le fait qu'on aborde sa vie privée, c'est encore beaucoup plus rare. Et là, c'est vraiment la vie privée, voire même la vie intime, hein, puisqu'on va parler de sa relation amoureuse. Alors ce qui m'étonne, c'est que Tarantino aurait été approché pour réaliser cet épisode. Il avait déjà réalisé un épisode d'urgence, donc Tarantino à la télé, c'était pas inédit. Je suis quand même surpris qu'il ait été appelé pour le réaliser. Alors il y a eu un problème avec la Director's Guide apparemment, Grid, je sais plus, bon, on s'en va les couilles. Alors je suis surpris qu'on ait cherché à l'avoir. C'est a priori Tarantino qui avait manifesté son désir de réaliser un épisode d'X-Files. Je suis quand même surpris que ce soit spécifiquement pour cet épisode, parce que je pense pas à Tarantino en premier quand il s'agit de parler de relations amoureuses. Alors, les sentiments, il avait déjà abordé le sujet dans non, je crois que d'ailleurs c'était juste avant Jackie Brown, qui est sans doute son meilleur film, enfin c'est celui que je préfère, le plus retenu, ce qui est pas tellement aussi la chose qui le caractérise le plus dans son cinéma. Et encore, Jackie Brown, bah, c'est un amour platonique, hein, basé sur le respect et des valeurs partagées entre Robert Foster, qui est formidable, et Pam Grier. Alors, si je ne suis pas fan du cinéaste, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour le cinéphile, qui me passionne bien davantage. Il a des convictions qui sortent un peu des sentiers battus, et en atteste son livre touchant, Cinéma Spéculation, que je vous recommande, qui est en fait un prétexte pour parler de sa jeunesse, de ses relations par exemple avec sa mère, mais par le biais de sa cinéphilie. Donc Exit Tarantino, salut Robert, qui livre un boulot qui est très professionnel, hein, très coutumier de ce que nous livre généralement Bowman. Alors j'ai rien de foufou à ajouter sur la photo qui
toujours très classe. Hein. J'aime bien l'ambiance du tripot où le gars qui est surtout une victime de la vie entre un mariage qui part à volo et donc la substance de ce tatouage qui participe à dégénérer en fait certaines cellules de son cerveau et qui provoque donc ces hallucinations. Alors par ailleurs, toutes les scènes où il se rend dans un lieu, elles ont une ambiance un petit peu unique qui renforce ce sentiment de déperdition, le salon de tatouage, mais aussi l'immeuble où il vit, et puis évidemment aussi les box du bureau où il travaille, hein, ça renvoie évidemment à ces bureaux très impersonnels qu'on voit par exemple dans le premier Matrix, hein, avec Neo joué par Keanu Reeves, et c'est d'autant plus impersonnel qu'il travaille dans le télémarketing. Donc photo, décor, tout ça participe à créer cette ambiance d'errance, d'âme en peine, donc aussi bien pour ce personnage que pour Scully. Alors le gars, il est joué par Rodney Rolland, hein, qu'on retrouvera dans la saison 3 de Twin Peaks. On peut dire que c'est un épisode bien rodé dans la mesure où c'est pas la première fois qu'un épisode d'X-Files raconte l'altération de perception de la réalité, comme l'excellent Blood dans la saison 2, Mauvais sang, c'était le titre français, ou cet épisode de la saison 3 que j'avais adoré, d'autant plus que je m'en souvenais plus du tout, Hallucination, épisode où Scully d'ailleurs perd des pieds, mais contrairement à l'autophotocopie auquel la série sombre parfois, eh bien, souvenez-vous de Intraterrestre, hein, qui était une sorte de copie carbone de Projet Arctique, ou ces histoires de fantômes vengeurs, hein, dans la saison 1, il y en a quand même plusieurs, sauf que dans la saison 1, on arrivait quand même à renouveler le concept, et bien plus jamais arrive à ne pas tomber non plus dans la redite. Il est toujours juste, crédible, le béguin qu'a Scully pour cet homme fonctionne, il y a de très bons dialogues, c'est très bien amené par cette crise existentielle donc qu'elle traverse. Alors on peut dire que Gillian Anderson regrette d'avoir tourné cet épisode sans savoir qu'il sera diffusé après Leonard Bates, donc l'épisode précédent, où elle apprenait son cancer. Évidemment, si elle l'avait su, elle l'aurait joué autrement. Alors ça, l'ordre de diffusion des épisodes, c'est tout un sujet chez X-Files. Ça sera beaucoup plus déstabilisant dans les saisons 10 et 11 avec l'arc Mike Struggle. Perso, ici, dans le cas de la saison 4, ça m'a pas du tout gêné, déjà parce que son personnage traverse une crise. Alors certes, on ne parle pas du tout de sa maladie, hein, mais elle note juste que professionnellement, elle stagne, elle n'a pas son nom sur le bureau, elle n'a d'ailleurs pas de bureau. Elle bosse tandis que Mulder, il va faire le couillon ailleurs. Bon bref, elle souffre d'un manque de considération. Et donc on ressent cette espèce de spleen qui est très palpable. Alors je peux comprendre la frustration de la comédienne, mais le spectateur, je pense, lui, n'est pas dérangé. Donc on n'évoque pas son cancer, mais on sent qu'elle traverse une période très difficile et qui justifie cette liaison rapide, hein. C'est une sorte d'exutoire. Il y a de toute façon une attirance physique, hein, entre les deux personnages qui s'impose comme une évidence. Et c'est d'ailleurs pas étonnant que les deux comédiens aient entamé une relation qui, je crois, a été d'ailleurs extrêmement courte. Alors, en parlant de relations sentimentales pendant une période compliquée, je suis en train de lire Trois chambres à Manhattan de Simenon, qui parle, alors je viens de le commencer, hein, donc il me manque pas mal d'éléments, mais ça parle d'un personnage qui est tout aussi touché par une forme de mélancolie, il fuit quelque chose. Il erre dans des quartiers de Manhattan. Il rencontre une femme dans une boutique à saucisses, hein, c'est le terme qu'utilise Simenon, ça m'a fait sourire. Un rad quoi. Et ils boivent des coups et après donc ça, ils ont des relations sexuelles dans une chambre d'hôtel. Mais le mec il évite de trop la connaître, il veut pas trop s'attacher, mais en même temps il s'attache quand même. Et puis il commence à être un petit peu jaloux. Il y a quand même beaucoup d'alcool aussi, hein, qui rentre en jeu dans cette histoire. Bon, j'ai bien conscience que raconter comme ça donne pas envie. Alors je vais vous résumer ça en 4 mots. Il y a du cul, il y a du sky, et... Bon, pour revenir à cet épisode, ce qui est super, c'est que la relation très brève, elle est très finement amenée. L'épisode, il est dépouillé de sous-intrigues, dégraissé, presque à l'os, j'ai envie de vous dire. On a bien un crime, mais ce n'est pas non plus toute une série de meurtres disséminés sur 40 minutes. Et la façon dont Scully va découvrir l'esprit malade du type est très simple et d'une efficacité redoutable. Souvent, j'avais pointé du doigt qu'il y avait parfois trop d'idées qui tuaient l'idée principale. Là, on a un bon exemple d'équilibre pour un épisode
épisode qui est très solide sur ses appuis. Bon, j'ai rien de spécial sur la voix de Jodie Foster. Ça a dû lui prendre 20 minutes à tout casser. Après, je pense qu'elle s'est fait un petit gueuleton avec Carter et après ils sont allés pérégriner du côté de Gilbert Joseph pour acheter des Poliziotteschi. Donc, elle fait bien le taf, mais je suis surtout fasciné par l'aptitude de l'équipe technique à donner l'impression que ces tatouages vit. Ça tient par la qualité du rouge, hein, de la bouche du personnage qui est dessiné, le travail d'éclairage aussi. Donc pas du tout d'effets spéciaux, c'est suggestif. J'ai un petit peu pensé à la façon qu'avait Robert Wise pour susciter en fait des hallucinations dans la tête du spectateur pour le séminal La Maison du Diable. Donc voilà, au final c'est du bon boulot, c'est du bon Bowman. Underground clubs, cheap tattoos, one-night stands. I don't go out very much. This Sunday, Agent Scully exposes her wild side, and it could get her killed. The X-Files. Sunday at 9, 8 Central on Fox.